Arnaud-Catherine, c'est un livre qui est plus, je dirais, sur le questionnement un petit peu de ce qu'est l'œuvre littéraire. Et est-ce que je me trompe en disant ça? À qui elle appartient? Est-ce qu'elle appartient à l'écrivain? Est-ce qu'elle appartient aussi au public? Et puis, comme malheureusement le héros de votre livre, Benjamin Lorca, est décédé, est-ce que cette œuvre littéraire appartient aux ayants droit? Oui, parce que le livre parle beaucoup de la famille, comme dans tous mes livres. Mais alors là, oui, qu'est-ce qui se passe quand un de vos proches, qui était écrivain, qui ne pratiquait que la fiction, mais qui tenait secrètement un journal intime, qu'est-ce qui se passe quand cet écrivain meurt et que voilà, vous êtes dépositaire de cette œuvre clandestine, pas du tout destinée à être lue et être publiée. Donc il y a 4 personnages et ils vont avoir 4 façons de réagir. Soit les ventre à terre, lire ce texte, le piller, en violer l'intimité, soit au contraire le tenir à distance parce que ça fait peur, il peut y avoir des choses pas très agréables dedans. Donc ouais, c'est à qui appartient un texte dont l'auteur a tiré sa révérence. 4 personnages qui n'ont pas, vous le disiez, n'ont pas la même grille de lecture et qui n'ont pas non plus vécu les mêmes choses avec le Benjamin Lorca et qui ont probablement, sont à la recherche, en tout cas pour le premier, est à la recherche de quelque chose qui lui permettrait à lui d'avoir le sentiment de ne pas être passé à côté d'une histoire d'amour. Ouais, c'est un livre de deuil, mais c'est avant tout une histoire de 4 histoires d'amour, parce qu'entre cet éditeur qui a été féru de l'œuvre de Benjamin Lorca, mais qui a été aussi amoureux et conduit, le petit frère qui s'est senti écrasé par la figure du grand frère, l'ex-compagne et le meilleur ami, ils ont tous donné énormément d'amour à ce garçon, qui était un relatif mystère parce qu'il ne savait pas vraiment recevoir cet amour. Il ne savait pas réellement le rendre. Donc il a engendré pas mal de frustration autour de lui. Son absence et son départ est la frustration majeure, le point final à ce chapitre de frustration. Et ouais, ils sont tous un peu en reste. Et ils ont tous un compte d'amour avec lui, un solde débiteur. Alors, Emma, on s'offre une... voilà. Alors, on est dans quel personnage? On est 15 ans après Édouard. Voilà, donc c'était l'éditeur. Charognard. Le mot fut lâché peu avant l'été par les ayants droit de Benjamin, preuve qu'ils m'ont craint et qu'il y avait quelque chose à défendre. Moi, un charognard? Non. Un modeste éditeur doublé d'un grand admirateur de Benjamin, un homme plus simplement qui ne faisait rien d'autre que quémander son dû. Qu'on m'autorise aujourd'hui à raconter cette incursion en Normandie durant laquelle je dus affronter la garde rapprochée de Benjamin Lorca. C'était le 4 mai 2007, date du 15e anniversaire de sa mort, à Blonville-sur-Mer, non loin de Deauville, station balnéaire archi-bourgeoise où Benjamin faisait mine de ne jamais mettre les pieds. C'est plus volontiers de Blonville qu'il parlait, son abri, son refuge, de la maison aussi où il passait tous ses étés depuis qu'il était né, et enfin de cette plage qu'il a évoquée tant de fois, non pas les côtes majestueuses et accidentées de la Bretagne, plutôt une plage à la beauté discrète, la belle fadeur, disait-il. Il y séjournait souvent les dernières années. Ses proches venaient l'y voir, vivre et travailler à ses côtés. Ninon Wagner, Ronan Auger, bien sûr, son frère, j'en doute. Cette maison, cette plage, il me semblait les connaître par cœur avant même d'y aller, tant Benjamin en avait parlé dans ses romans, et tant j'avais lu le moindre de ses textes, à l'exception du dernier, qui n'avait jamais été publié, sur ordre des Cerbères, Ninon au premier chef. Oui,
L'histoire commence là, du moins celle que j'ai à raconter. En ce 4 mai 2007, débarquant à Blonville, Normandie, pour assister à la messe anniversaire où seraient réunis Ninon, Ronan, frères et parents, mes intentions étaient on ne peut plus claires. On avait pu lire toutes les œuvres de Benjamin, sauf une, la dernière, que les Cerbères conservaient jalousement, cachaient, devrais-je dire. Sans doute parce que, contrairement à tous les autres livres de Benjamin, il ne s'agissait pas d'un roman, mais d'un journal intime. Or, ce journal intime, il me le fallait. Après, Ninon. Parenthèse cruelle que le sommeil depuis une semaine, Benjamin meurt chaque fois que je me réveille. Il invente sa vie, l'écrivain, non? Oui, c'est une seconde vie qui est parfois salutaire. Mais pour l'entourage, je ne sais pas si c'est toujours magnifique. Ça engendre plein de choses, plein de questions d'avoir un écrivain dans sa famille et dans son entourage. D'abord, on ne comprend pas d'où vient le geste, la plupart du temps. Ça inquiète. Combien de fois je me suis entendu dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais adolescent pour que tu te mettes à écrire des livres ?» Voilà, c'est je pense, une inquiétude légitime de la part des parents. Il y a une vraie énigme. Je ne sais pas si nous-mêmes on pourrait répondre à cette question. Pourquoi la vie ne nous suffit pas? Pourquoi il faut qu'on s'invente d'autres vies dans les livres? Bon, donc il y a ce mystère qu'on traînera jusqu'à la fin de nos jours. Et puis il y a la relative menace qu'est l'écrivain. Il est dépositaire de certaines histoires, parfois des histoires qui n'appartiennent pas qu'à lui. Et il a ce pouvoir, auquel je pense qu'il faut réfléchir quand on est écrivain, le pouvoir d'amener ces histoires en place publique et éventuellement de prendre en otage des gens avec leur vie. Et ça, c'est souvent craint. Alors ça, c'est par véritable. l'entourage. Oui, alors est-ce que vous ne faisiez pas un peu référence à la problématique de l'autofiction, enfin, qui a été, pas un désempage, mais qui a posé un vrai problème? Je fais référence à, oui, il y a des genres que moi, en tant que lecteur, j'adore, l'autofiction, l'autobiographie, j'en lis énormément, les journaux de création d'écrivains aussi. Et c'est quelque chose, c'est une réflexion qui m'accompagne moi en tant qu'écrivain depuis un certain nombre d'années. J'ai dans mes premiers livres eu des dispositifs fictionnels très épais, quoi. Et je sens que j'ai envie d'aller plus au cœur de mon intimité, et je sais que j'ai des livres impossibles à mon actif. Je sais qu'il y a des livres que je ne pourrais pas écrire du vivant de certaines personnes. Et alors c'est pas une petite leçon que je dispense par là, parce que chacun est libre de répondre à toutes ces questions comme il veut. Le paradoxe, c'est que l'autofiction et l'autobiographie, ça peut donner des livres absolument magnifiques, et ça peut avoir des incidences catastrophiques dans les vies. Donc c'est juste à l'auteur de faire son choix. Moi je sais que c'est pas tant une éthique que pour l'instant un choix personnel. Le roman m'arrange bien, la fiction m'arrange bien. Et je trouve passionnant d'un point de vue romanesque, j'en ai fait un livre, je trouve assez passionnant toutes ces choses qu'on ne peut pas écrire. Oui, parce que n'en parlons pas comme un essai, c'est véritablement avant tout un roman, ce livre, où 4 personnages existent véritablement et ont une approche extrêmement différente. Néanmoins, est-ce que c'est pas innocent du tout que l'intrigue se passe autour de la non-publication ou de la publication
d'un journal intime. Ça veut dire que vous pensez quoi du respect que l'on doit à l'œuvre littéraire, d'un manuscrit qui n'a pas été publié du vivant de l'auteur, et qu'est-ce qui appartient encore à l'écrivain quand il a été écrit? Bon, je n'ai pas de pensée définitive et arrêtée parce que je ne suis pas théoriste, ni terroriste d'ailleurs. Donc j'ai juste mis en scène 4 personnages qui ont 4 réponses différentes. Certains estiment que ce journal intime, parce qu'il n'a pas été détruit par l'auteur, il appartient à tous. D'autres, comme Renan et Ninon, estiment qu'il y a une pudeur à respecter. Bon. J'ai voulu incarner des points de vue contraires. C'est ça pour moi le boulot d'un romancier. C'est d'être dans la représentation et pas tant dans la pensée ou dans une théorie. Donc, est-ce que je pense quelque chose? Je pense que Kafka, quand il a dit à Brott « détruis mes manuscrits », ça voulait dire « lis-les et estime si c'est publiable ou pas ». Sinon, il l'aurait fait lui-même. Si je pense une chose, ça je le pense. Et donc je pense que Benjamin Lorca, qui se suicide, s'il dit à Renan et à Ninon « détruisez ce journal intime », ça veut dire qu'il y avait une belle trahison à opérer. Voilà. C'est les testaments trahis, la fameuse expression de Kundera. Si on s'en remet à quelqu'un, ça veut dire qu'on accepte d'être trahi, c'est même la règle du jeu, quoi.